fueni tiba dia kumbana, wakati inakamilika. Tango ekoki pour la kimia au Katia Ekolo Mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 Des morts. milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop c'est trop, il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi fueni tiba dia kumbana, wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au Katia Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lungu na FARDC na police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga na Mapinga. Bendele Koyate. Congo, Congo. Agression rwandaise de la RDC via le M23, une grande marche de soutien au FARDC engagée au front aura lieu à Lubumbashi. Ce jeudi, l'annonce a été faite par le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kabula Katue que vous écouterez dans ce journal. Les Congolais vivant au Canada, eux, seront également dans les rues de Montréal le 26 novembre prochain. Entre-temps, la situation sécuritaire est sous contrôle des FARDC au nord Kivu. L'ennemi maîtrisé à Kibumba, le facilitateur Uhuru Kenyatta est arrivé dans la ville de Goma. Loin de toute incursion terroriste, l'ancien président kenyan a même visité les déplacés à Kanyaruchiya. Ce mardi 15 novembre 2022, la population mondiale a franchi la barre de 8 milliards. Nous irons à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental où l'UNFPA a réservé un accueil particulier aux 8 milliardièmes nouveau-nés. Merci de votre fidélité à Digital Congo. Bienvenue parmi nous pour cette édition du journal que nous allons commencer avec la situation qui a prévalu ce mardi à Goma, dans la province du Nord Kivu. Eh bien, le calme est totalement revenu à la tombée de la nuit de ce mardi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, après une journée très agitée et une panique qui serait partie du site des déplacés de guerre de Kanyaruchiya, un territoire de Nyiragongo. Tout aurait commencé par une rumeur après
des tirs en l'air d'un élément des FARDC qui voulait ouvrir le chemin aux éléments de l'armée qui revenaient de Kibumba. Rumeur très mal relayée et qui a causé justement cette panique dans la ville de Goma, laissant croire à une probable avancée des M23 qui s'approcherait de la ville de Goma. Boutiques et autres services ont dû fermer très tôt. Pourtant, ce soir, l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir essuyé des tirs des rebelles M23 sur leur position. L'armée FARDC a vite fait de réagir et le M23 n'ont pas pu avancer. Kibumba et ses environs demeurent toujours sous le contrôle de l'armée régulière, à savoir les forces armées de la République démocratique du Congo. Et le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dimba, a lui appelé la population au calme et surtout à ne pas céder à la panique créée par l'ennemi. On l'écoute. Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilants et de résister à l'ennemi. Je vous remercie. Et il faudrait aussi savoir que le militaire qui aurait tiré en l'air, provoquant ainsi ce mouvement de panique, serait déjà aux arrêts. Nous allons rester toujours dans la province du Nord Kivu, à Goma. Vous le savez peut-être, le facilitateur, l'ancien président en Kenya, arrivé à Kinshasa depuis dimanche et qui a entamé des consultations lundi, a foulé le sol de Goma ce mardi. Il est même allé visiter les déplacés qui se trouvent à Kanyaruchinya. En visite dans la ville de Goma au Nord Kivu, l'ancien président kényan, facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est, a fait le déplacement ce mardi 15 novembre, quelques heures après son arrivée du territoire de Kanyaruchinya, à 10 km de la ville de Goma, à la rencontre des déplacés. Accompagné notamment du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, sous bonne escorte de la garde rapprochée de la présidence de la République, sa propre garde, des FARDC et quelques éléments du premier contingent kényan arrivés sur place depuis le week-end dernier, il a bravé la peur à quelques kilomètres de la ligne de front. L'objectif pour lui était de rassurer les déplacés des efforts consentis par les autorités congolaises pour le retour total de la paix, surtout que la situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Entre-temps, les combats se poursuivent entre FARDC et le M23, mouvement Tutsi soutenu par le Rwanda. Et contrairement aux rumeurs, Goma, chef-lieu, est loin de tomber. À cette inquiétude, les déplacés ont été également rassurés par le gouverneur militaire quant au travail fait par les forces armées de la République démocratique du Congo qui depuis ont pris les dessus sur l'ennemi malgré le renfort en hommes et en armes par le Rwanda. Le M23, aux dernières nouvelles, est maîtrisé au niveau de Kibumba. Le président Kenyatta était à Kinshasa où il a passé 48 heures. Selon son agenda, sauf changement, il doit se rendre dans les provinces outre du Nord Kivu, du Sud Kivu et Ituri, des provinces affectées des violences depuis près de 30 ans. Même s'il faut le reconnaître que le Sud Kivu est assez calme depuis quelques années. Et pendant ce temps, à Lubumbashi et dans toute la province du Haut-Katanga, la population s'élève pour une marche générale autour de son gouverneur, Jacques Aboula Katoué, jeudi prochain, c'est-à-dire le 17 novembre 2022. Marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, engagées au front contre les rebelles du M23 et les militaires rwandais. Le gouverneur de province l'a dit après un entretien avec le bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. On l'écoute. Puis il a
toujours été de coutume que l'exécutif se consulte avec le bureau de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, nous avons traité d'un sujet assez spécial. Il s'agit de mobiliser la population louchoise et katangaise en général pour la journée de jeudi pour une marche de soutien. Pourquoi nous devons marcher? C'est pour soutenir premièrement les FARDC qui sont au front actuellement, deuxièmement pour soutenir le chef de l'État. La République démocratique du Congo est agressée. Aujourd'hui, le mouvement M23 soutenu par les pays voisins. Et donc, nous, les Haut-Katangais, nous ne pouvons pas accepter que de telles scènes se passent. Et pour ça, nous devons témoigner notre soutien au commandant suprême, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous devons aussi soutenir nos FARDC, ceux qui se battent au front pour nous. Nous avons tout planifié pour que la marche se tienne ce jeudi. Et donc, c'est un appel à toutes les forces vives pour que nous puissions démontrer notre attachement à notre patrie. Nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays et donc nous devons le défendre. La mobilisation s'étend partout, pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi au Canada. Les Congolais qui y vivent vont marcher le 26 novembre prochain dans les rues de Montréal pour pousser les autorités canadiennes à apporter leur appui à la République démocratique du Congo dans ce processus de recherche d'une paix durable dans l'est de la RDC. Bénédicte Ntembe. Les Congolais sont très intéressés à leur communauté. Avec ce nouvel élan que nous avons aujourd'hui, la communauté va se remettre sur les rails. Ils sont tous unanimes dans leur démarche. Face à l'agression de la RDC par le Rwanda via les terroristes du M23, les Congolais vivant au Canada se disent déterminés à faire entendre leur voix auprès des autorités canadiennes afin d'obtenir le soutien du Canada à la RDC dans ce processus de recherche de la paix. C'est dans cette optique qu'ils comptent descendre dans les rues d'Ottawa le 26 novembre prochain pour dénoncer cette agression rwandaise sur la RDC. En croire la communauté des Congolais de Montréal, la position du Canada en tant que membre du G7, entendez, cette grande puissance mondiale, peut influencer la communauté internationale à accompagner la RDC en vue de mettre fin à l'insécurité lui imposée injustement par le Rwanda de Paul Kagame. Le Canada s'est prononcé ouvertement pour condamner l'agression de la Russie à l'Ukraine parce que l'intégrité des territoires est consacrée par la Convention des Nations Unies. Mais nous avons un pays qui soutient des gens qui créent l'instabilité, qui engendrent la mort des paisibles citoyens au Congo. Le Canada, c'est un pays de paix. Le Canada, c'est un pays qui est en train de promouvoir le respect des droits de l'homme, la paix. Nous voulons, le Canada, c'est une grande puissance. Le Canada siège au niveau du G7. Nous voulons que le Canada puisse se prononcer. Comme c'est une grande puissance, la voix du Canada peut aider sur la sphère de la communauté internationale à accompagner le Congo pour retrouver la paix à l'est du pays. D'après les statistiques fournies il y a 5 ans passés, les Congolais vivant à Montréal sont estimés à plus de 25 000 membres. Et le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a échangé ce mardi avec quelques ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, au menu la liberté de la presse et les discours de la haine, également la question de la protection des journalistes. Alain Lino Mwamba. C'est à son cabinet de travail que le ministre de la Communication et Médias s'est entretenu ce mardi 15 novembre 2022 avec les ambassadeurs membres de l'Union européenne, du Canada, de la Suisse, de la Norvège, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique. Ici, je tiens à rappeler que ce sont nos partenaires et que dans la situation actuelle que nous connaissons, ce sont nos principaux alliés. C'est faire le jeu de l'ennemi que de penser qu'aujourd'hui on peut commencer à les désigner ou à les stigmatiser ou à penser qu'il faut aller exprimer de sentiments de colère vis-à-vis d'eux. Nous sommes dans un processus diplomatique qui a ses règles et pour ce qui leur concerne, ils font leur part et nous faisons la nôtre.
Durant plus d'une heure, ils ont échangé autour de la liberté de la presse et des discours de la haine. Nous avons conjointement constaté avec le ministre la nécessité de renforcer la liberté de la presse au niveau du cadre juridique, ainsi que de renforcer bien sûr toutes les questions de sécurité des journalistes. Nous avons réaffirmé ensemble l'importance de combattre les incitations liées à la violence fondée sur la haine. Chivis Chivwadi, président national de l'ASBEL, journaliste en danger, a été associé à cette rencontre. Mais alors, au sujet de quelles questions? Ces questions d'actualité, il y a eu effectivement cette question, le cas de notre consoeur Sonia Rollet, avec son expulsion. Après les échanges que nous avons eus et les explications qui ont été données par le ministre, nous sommes en voie de considérer qu'il s'agissait bien d'un incident, un incident malheureux qui est en train d'être clos et qui ne peut pas occulter le fait que c'est avec ce gouvernement, particulièrement avec ce ministère, que nous sommes en train de faire des évolutions en matière de liberté de la presse. Patrick Mouyaya a insisté sur le partenariat qui existe entre la République démocratique du Congo et la communauté internationale. Également sur la nécessité de bannir le discours de la haine pour un vivre ensemble réel et effectif. Et le coordonnateur du bureau de coordination du projet du port de Banana a effectué une visite sur le site à Mwanda. Il est allé lancer les travaux d'enrochement et de préparation du site où sera construit le port de Banana. Rachel Massengo pour le commentaire. Les travaux de préparation du site sur lequel sera construit le port en eau profonde de Banana ont été lancés par le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, à la tête d'une forte délégation du gouvernement et du bureau de coordination, de suivi et de contrôle du projet du port de Banana au Congo central. La délégation avait également pour mission d'évaluer les expropriations pour cause d'utilité publique, visiter le site de relocalisation de la force navale. Les communautés locales et les membres de la société civile ont aussi été associés, comme le précise Kaoumbu Mandungubula, coordonnateur du projet. Le travaux d'enrochement consiste à préparer le terrain parce que comme vous voyez, il y a une érosion côtière. Il faut des digues pour protéger le site qui va abriter le port en eau profonde contre l'avancée de cette érosion côtière. Vous avez vu le long du trajet quand nous avons fait la route pour revenir du site de Banana vers Mwanda, la route en terre, vous voyez que la mer avance. Donc, et puis d'autre part, il y a une zone marécageuse. Donc il était important, avant les travaux de construction, de préparer le sol et de le protéger contre la mer. On va faire des travaux d'enrochement parce que, vous savez, c'est-à-dire on va surélever les terres. Donc vous avez vu qu'on a commencé à déverser les grosses pierres ou les moellons, comme vous les appelez. Et c'est ce qui va faire un mètre qui aura une hauteur de 15 mètres. Après ça, on va faire la clôture parce qu'il faut qu'on protège le site sur lequel nous allons construire le port, là où on va mettre tous nos équipements. Vous avez vu qu'il y a une base navale militaire juste à côté, il y a encore des familles, nous devons nous protéger de tout acte de vandalisme. C'est du matériel qui va servir à développer cette nation, donc on doit s'assurer de le préserver. À noter que ce port géant permettra à la République démocratique du Congo d'avoir accès sur la côte ouest de l'Afrique, long de 1600 mètres avec 5 quais et un tirant d'eau de 15,5 mètres de profondeur. Ce méga projet pourrait être opérationnel à la fin de l'année 2024. Rendons-nous à présent à Uvira, dans la province du sud de Kivu, où lundi 14 novembre 2022, un habitant de Kalomo, dans le territoire d'Uvira, a été tué par balle par des inconnus. Il était 19h local lorsqu'il a été éliminé alors que la victime était chez elle. L'organisation des leaders unis pour le changement des mentalités et le développement dit avoir compté 6 cas d'assassinat en un mois seulement. 3 dans la ville de Uvira, 3 autres dans la chefferie de Bavira où a eu lieu ce nouveau crime. Nous sommes là toujours dans le territoire de Uvira où se trouve Jean-Bermond Soloulacha.
Un homme dénommé Bigege Makanza Alexis, âgé d'au moins 65 ans, a été abattu ce lundi 14 novembre dans la soirée à son domicile dans la localité de Kalomo, groupement Makobola, chefferie de Bavira en territoire d'Ouvira. C'est à au moins une dizaine de kilomètres au sud de la ville d'Ouvira. Selon nos sources, la victime était chez lui quand des inconnus porteurs d'armes à feu sont survenus et lui ont logé 3 coups de balle qui lui ont atteint au niveau de l'abdomen, sur la fesse et à sa main droite. Et la mort s'en est suivie. Il était aux environs de 19 heures locales. Dans la même localité, il y a de cela 48 heures, une autre femme âgée d'au moins 45 ans a été tuée par balle à son domicile par des individus armés non identifiés. L'organisation Les Leaders Unis pour le changement de mentalité et le développement condamne ces actes civiques et demande aux services compétents et aux autorités de diligenter des enquêtes sérieuses afin de retrouver et punir les malfrats. D'après les coordinateurs de cette organisation de la société civile, c'est les Marega Marcelin, sa structure a enregistré au moins 6 cas d'assassinats ciblés à moins d'un mois, dont 3 dans la ville d'Ouvira, 2 à Kalundu et 1 cas à Kasenga Kiaya. Et dans les territoires d'Ouvira, en chefferie de Bavira, 3 cas, dont 2 dans les groupements de Makobola et 1 cas dans les groupements de Kidjaga, localité de Kirungu. Jean-Bertrand Seloulacha, Ouvira pour Digital Congo. Et ce mardi à Kinshasa, les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables ont organisé un sit-in au Palais de la Nation. Les personnes vivant avec handicap et personnes vulnérables sont allées dénoncer ce qu'ils qualifient de blocage dans la mise en place d'un secrétariat général au ministère des personnes vivant avec handicap. Et un mémorandum a été adressé sur place au Palais de la Nation au chef de l'État. Prince Bangala y était et Bijou Idi Kalemo. Déterminés à faire entendre leur voix, les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables de toutes catégories confondues ont organisé un sit-in au Palais de la Nation. Venus de toutes les 24 communes de Kinshasa, les PVH sont venus solliciter l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour leur trouver une solution durable. Le PVH pointe du doigt accusateur leur Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ainsi que celui des Affaires sociales, Modeste Moutinga, de bloquer la mise en place du secrétariat général au ministère en charge de PVH. Alors que cette question a été déjà discutée et validée par les conseils des ministres du 12 août 2022. Pour des intérêts égoïstes, pour des mauvaises intentions, on est en train de bloquer, de signer l'arrêté pour la mise en place du secrétariat. Qui bloque? C'est le ministre de la fonction public. Je les signe et je résiste. Dans un mémo adressé au chef de l'État, lu par M. Julien Kianou, l'ensemble de PVH réunis en association ont rappelé au numéro 1 du pays que le Parlement a déjà adopté la loi organique portant protection et promotion des droits de personnes vivant avec handicap et que cette dernière a été promulguée par lui-même le 3 mai 2022. Dans le même mémo, elles ajoutent que le chef de l'État devrait instruire aux différents membres du gouvernement d'arrêter de s'écarter de sa vision sur l'inclusion sociale. Et nous allons reparler de cette grève des médecins qui est en train de se poursuivre en République démocratique du Congo. Eh bien, les médecins réunis au sein des SINAMED ont décidé de durcir le temps après une assemblée générale d'évaluation. Les médecins du SINAMED ont décidé de donner un nouvel ultimatum au gouvernement congolais qui va jusqu'au 19 novembre prochain. Les médecins de SINAMED en sont parvenus à la mauvaise foi du gouvernement. Jules Linda, Arlette Ngomba, Olympia.
Les médecins membres du syndicat national des médecins du Congo, Sinamed, ville de Kinshasa, décident de poursuivre leur mouvement de grève débuté depuis près de 4 mois. Décision prise à l'issue d'une assemblée générale évaluative ce mardi dans la capitale congolaise. Sur 35 participants, 31 ont voté pour la poursuite de la grève, 2 pour la suspension du mouvement et 2 autres étaient favorables pour la poursuite de la grève, mais avec un service minimum. Occasion pour les Sinamed de décrier la mauvaise foi du gouvernement qui tarde à répondre à leurs revendications. Il lance un nouvel ultimatum. Médecins membres du Sinamed ASBL, ville-province de Kinshasa, s'en tiennent à la dernière conférence de presse organisée par le Bureau exécutif national le 3 novembre 2022, accordant un ultimatum jusqu'au 19 septembre 2022 pour passer à l'acte 3 si les conclusions de l'atelier de Bibois 2 ne sont pas toujours signées et que les transports, les logements ne sont toujours pas pris en compte. Entre-temps, le médecin membre du Sinamed ASBL, ville-province de Kinshasa, ont décidé de poursuivre la grève sous sa forme actuelle, c'est-à-dire hôpitaux sans médecin, en attendant la compilation au niveau du bureau exécutif national. Faisant d'une pierre deux coups, le Sinamed Kinshasa a condamné l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et a salué la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo dans l'est de la RDC. L'association des anciens élèves du collège Kinyati a vu le jour ce mardi à Kinshasa. Cette association sera dirigée par le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Autour de l'évêque de Kikwit, les anciens du collège de Kinyati ont décidé de réhabiliter l'institut qui les a formés et qui a fait d'eux les cadres d'aujourd'hui en République démocratique du Congo. Benoît de Grofdal. Les anciens du collège Saint-Ignace de Loyola de Kinyati sont déterminés à œuvrer ensemble pour l'intérêt de cet alma mater. C'est dans ce cadre qu'ils se sont retrouvés autour d'une table en présence des monseigneurs Timothée Bodika, évêque du diocèse de Kikwit, pour réfléchir sur l'avenir du collège Kinyati que gèrent actuellement les prêtres de Kikwit. Cette association qui vient de voir le jour est dirigée de main de maître par le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, ancien du collège Kinyati. Après diffusion de l'état très dégradant de ces collèges, tous les anciens de Kinyati n'ont qu'un seul objectif, réhabiliter ce collège, précise Dr Jean-Jacques Mouyembe. Nous voulons donc mettre nos efforts ensemble, travailler avec le diocèse de Kikwit pour réhabiliter, n'est-ce pas, le collège de Kinyati. Satisfaction de l'évêque de Kikwit, Monseigneur Timothée Bodika. Les anciens élèves de Kinyati, conscients de ce qu'eux-mêmes ont vécu, veulent laisser aux générations à venir un cadre d'éducation, parce qu'il s'agit de l'éducation. Et nous devons travailler pour que les élèves étudient dans les bonnes conditions. Rappelons que cette institution scolaire qui appartenait aux missionnaires de la Compagnie de Jésus a formé l'élite intellectuelle de la RDC, mais se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé, d'où la nécessité de sa réhabilitation. Ce mardi 15 novembre 2022, l'humanité est en passe d'atteindre la barre de 8 milliards d'habitants sur la planète Terre. En Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, l'événement a été suivi de près par l'UNFPA qui a accueilli la 8 milliardième personne nouveau-née à l'hôpital général presbytérienne. C'est la correspondance d'Emmanuel Kalenda.
À Mbuji-Mayi, c'est à l'hôpital général presbytérien de Dibindi que la 8 milliardième personne est accueillie symboliquement ce 15 novembre. Dès la veille, toutes les dispositions sont arrêtées par le programme des Nations Unies pour la population UNFPA. Le souci est de cadoter le tout premier-né du jour. À 22 h déjà, Rose Moulanga a pris mi-part et ne s'attendant pas à la surprise agréable du lendemain, est déjà en plein travail. Va-t-elle accoucher avant le 15 et rater ses présents? Impossible. Le travail continue jusqu'à 4 h 15 de ce 15 novembre, jour où l'humanité atteint 8 milliards d'habitants. Ilunga Toussaint, c'est le bébé de sexe masculin qui vient au monde et pousse le premier cri. Quelques 5 heures après, la commissaire provinciale du genre est invitée par le programme des Nations Unies pour la population pour accueillir officiellement les 8 milliardièmes citoyens du monde habillés et ayant reçu d'autres cadeaux scellés d'une marque UNFPA. Bébé Toussaint, nous t'accueillons et nous te souhaitons la bienvenue au monde. Sylvie Mbouyi profite de cette occasion pour attirer l'attention des parents sur la réflexion et la prise de responsabilités que leur impose cette croissance démographique planétaire atteinte ce jour. Elle les invite à la culture des planifications familiales et remercie UNFPA pour le partenariat privilégié en vue de la bonne qualité de vie pour tous. Que les parents prennent en charge leurs enfants parce que c'est un avenir de lendemain. Fier d'avoir dirigé l'accouchement de la 8 milliardième personne du monde, saluée symboliquement ce jour, la sage-femme réitère le même appel à la planification familiale pour la stabilité de la vie. La mère du 8 milliardième habitant du monde est plus qu'agréablement surprise. Les termes se bousculent chez Rose Moulanga pour remercier l'organisme bienfaiteur. Je n'étais venue que pour l'accouchement. L'accouchement s'est bien déroulé et l'enfant a trouvé tous ses présents. Baignoire, seau, couche, habits, couvre, poudre et même argent. Je remercie UNFPA pour ses dons. Annoncé depuis juillet dernier lors de la Journée mondiale de la population, les 8 milliards d'habitants atteints ce 15 novembre 2022 constituent un appel à réfléchir pour un monde aux possibilités infinies. Mbuji-Mayi, Emmanuel Nkalenda, Digital Congo. L'humanité en passe d'atteindre la barre des 8 milliards d'habitants sur la planète Terre. Mais en République démocratique du Congo, une véritable question se pose. Le pays ne dispose toujours pas des données fiables en termes de statistiques de sa propre population. Voilà à qui mène à interroger et à interpeller certaines autorités en République démocratique du Congo. Bénédicte Ndembe. Il a fallu attendre plus d'une décennie pour que le monde entier vive à nouveau ce grand événement. 11 ans en arrière, soit le 31 octobre 2011, la population mondiale avait atteint 7 milliards d'habitants. Ce mardi, c'est un nouveau cap qui vient d'être franchi. Elle en est désormais à 8 milliards. Quand on parle croissance démographique, il y a une vraie problématique qui se pose en République démocratique du Congo, celle des statistiques. À l'heure actuelle, le pays peine toujours à connaître le nombre exact de ses habitants. En croire certains services spécialisés rencontrés, notamment le programme santé de la reproduction, les enquêtes se font normalement après 5 ans pour établir les statistiques en rapport avec le taux de mortalité et fécondité. Une situation qui remet en cause le travail des services compétents censés fournir des chiffres exacts de la population en temps réel. Néanmoins, selon les estimations, le pays compte plus ou moins 92 millions d'habitants actuellement, avec un taux de fécondité de 5,2%, inférieur à celui de mortalité, estimé à 9,4%, recensé en 2018. L'écrivain français naturalisé camerounais Nyasouré Omutunde Kalala est décédé lundi 14 novembre 2022 des suites d'une crise cardiaque. Cette icône fut une grande figure de la Renaissance africaine et a longtemps lutté pour la valorisation de la civilisation africaine. Jules Ninda et Bijoui Dikalemo. Mais dans tous les domaines, voyez, il ne faut pas oublier que la graine de l'arbre de la science et de la connaissance, c'est l'Afrique qui l'a plantée. C'est l'Afrique qui l'a arrosée. C'est l'Afrique qui a fait qu'elle a porté tant de fruits
Inventer les mathématiques, l'astronomie, la médecine, le calendrier de 365 jours, la précision des équinoxes, les sciences que vous utilisez pour faire la caméra, l'informatique, les ordinateurs. Le nombre binaire informatique est né en Afrique. D'accord? L'ordinateur, on le voit avec le phare. Le phare est basé sur les nombres binaires. Donc toute la culture africaine est fondamentalement scientifique. On nous éloigne de cette culture pour ne pas qu'on en fasse notre colonne vertébrale pour être debout. Sur le plan de la spiritualité, les pères de l'Église étaient tous africains. Il était une des figures de proue du panafricanisme. Nusere Kalala Omotumbe, cet écrivain français naturalisé camerounais, a tiré sa révérence le 14 novembre 2022. Une perte immense pour l'Afrique, peut-on lire sur le compte Twitter de Nathalie Yamb. Il était connu pour sa forte contribution à la Renaissance africaine. Le célèbre écrivain et égyptologue est décédé de suite d'une crise cardiaque. Nusere Kalala Omotunde est parmi les panafricanistes qui ont repris le flambeau de Cheikh Anta Diop en mettant en exergue la Renaissance africaine. Ce panafricaniste laisse derrière lui des livres indispensables et des millions d'esprits qu'il a contribué à éveiller, conclut Nathalie Yamb. Kalala Omotunde, d'origine guadeloupéenne, a en effet rejeté son prénom occidental pour affirmer ses racines africaines. De Jean-Philippe Kalala Omotunde est devenu Nyosure Kalala Omotunde, Nyosure d'origine égyptienne comme le berceau du savoir et Kalala comme l'organe traditionnel de résolution des problèmes du Congo. Chercheur en histoire, spécialiste de sciences et mathématiques africaines, il était également enseignant à l'Institut Africana de Paris et chargé des missions auprès de l'UNESCO. L'Afrique pleure un de ses dignes fils. Voilà qui vient clôturer cette édition de journal. Merci à vous de l'attention que vous nous avez accordée. Au revoir. Bienvenue à tous et à toutes dans cette revue de presse. Bon nombre de journaux parus ce mardi à Kinshasa s'intéressent à la visite de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta en République démocratique du Congo. C'est le cas du quotidien L'Avenir qui mentionne à sa une préparation du 3e round des pourparlers de paix, Bahati, Mbosso et Sama constant devant Uhuru Kenyatta. Pour L'Avenir, le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président Afivio, Christophe Mbosso, qui s'est réservé de divulguer le contenu de cette rencontre, a tout de même fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne. Pour le Sénat, par contre, Bahati Lukwebo a fait savoir que son institution a demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue de rencontres qui ont eu lieu entre les parties indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. Le gouvernement a lui réaffirmé son engagement pour la mise en œuvre du processus de Nairobi. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre Sama Lukonde, ici relayé par le quotidien L'Avenir. Abordons le même sujet, Forum des As fait lui savoir que Uhuru Kenyatta plaide pour un partenariat constructif avec les parties prenantes au processus de Nairobi. À en croire ce journal, face aux médias, Uhuru Kenyatta a tenu à préciser le cadre de ces échanges tout en fixant les contours de sa mission à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa le dimanche 13 novembre, l'ex-président kenyan a conféré tour à
tour avec le staff de la MONUSCO, les représentants de la société civile de l'Ituri et du Nord Kivu, mais aussi les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que du gouvernement, sans oublier le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Et selon Forum des As, à ses différents interlocuteurs, Uhuru Kenyatta a fait part des exigences qu'impose le mandat qui lui a été assigné. Il dit s'employer à amener les parties prenantes à reconnaître le gouvernement légal et légitime de la République démocratique du Congo sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi, à respecter la constitution du pays ainsi que la souveraineté et l'intégrité de son territoire. Dans le même registre, l'agence congolaise de presse a fait savoir que le facilitateur Uhuru Kenyatta a bouclé ses consultations. Selon l'ACP, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a bouclé lundi soir ses consultations, appelant toutes les forces négatives à entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Car c'est ce processus qui a conduit cette facilitation du président Uhuru Kenyatta dans le but d'atteindre les résultats. Dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il est appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale, a fait savoir Uhuru Kenyatta à ses interlocuteurs. Agression de la République démocratique du Congo, le Sénat fustige l'ambiguïté de la communauté internationale, c'est ce que révèle La Percée. À en croire ce journal, le Sénat a tenu ce lundi 14 novembre une plénière consacrée à l'examen en seconde lecture et au vote du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Au cours du débat ayant précédé le vote du dit projet de loi, les sénateurs ont fustigé l'ambiguïté affichée par la communauté internationale face à l'agression de la RDC par le Rwanda et face à la restriction lui imposée concernant l'acquisition des équipements militaires, des armes et des munitions pour la défense de son territoire. Les élus des élus faisaient ainsi allusion au clouage au sol en France d'un avion transportant des matériels militaires acquis par la République démocratique du Congo, ainsi qu'au récent séjour à Kinshasa d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en rapport avec cette cargaison. Renchérit La Percée. Et toujours en rapport avec l'agression rwandaise, La Percée informe également qu'Adel Kaïnda donne un message fort aux Nations Unies et fait savoir que l'appel à la mobilisation totale lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en guise de dénonciation et protestation à l'agression dont la République démocratique du Congo fait face de la part du M23, appuyé par le Rwanda, a été bien entendu par les chrétiens et croyants de la capitale. Sous la houlette de la ministre d'État en charge du portefeuille, ces derniers ont organisé une marche pacifique hier, lundi. Elle a eu pour point de chute le siège des Nations Unies où un mémorandum a été déposé par les manifestants. Et dans ce mémorandum, déposé par la diaconesse Adel Kaïnda, on dénonce les injustices dont est victime la République démocratique du Congo, mais aussi l'agression de sa partie Est par le Rwanda. Au journal de préciser que dans leur justificatif, les manifestants ont indiqué qu'ils venaient par cet acte soutenir les FARDC qui combattent au front ainsi que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette lourde tâche qui lui est sienne. Ainsi prie-t-il pour que Dieu lui donne la force et la sagesse pour que la paix soit rétablie. Conclut La Percée. Dans un tout autre registre, la révision du fichier électoral, le Forum des As informe que 10 000 kits d'identification et d'enrôlement des électeurs sont prêts à être expédiés en République démocratique du Congo sur les 29 700 attendus. Mesdames, Messieurs, par ici s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté.